Bonsoir Philippe Juvin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, député LR des Hauts-de-Seine, rapporteur général du budget. On a beaucoup de sujets à évoquer, comme chaque soir d'ailleurs, avec vous. Mais d'abord, c'est notre rendez-vous quotidien à cette heure-ci avec un membre de la cellule Vrai-Faux. C'est Louis Augry qui nous rejoint ce soir. Bonsoir Louis. Bonsoir. Au moment où le Premier ministre Sébastien Lecornu s'attaque à une réforme de l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, était interrogé sur l'obtention de titres de séjour en France pour des raisons psychiatriques. Il y a notamment les troubles psychiatriques qui sont aujourd'hui un motif d'obtention de titres de séjour pour soins. Alors d'abord, le titre pour soins, il y a très peu de titres, je n'ai plus le chiffre en tête, mais d'abord ça s'effondre. 35 000 à peu près cette année. Ça s'effondre, le chiffre ne cesse de baisser. Mais ça veut dire qu'on accueille ici, ou alors qu'on garde ici des gens qui ont des très troubles honnêtement, psychiatriques le cas que pour vous lesquels citez, on a peu de moyens de lutter. Ça doit concerner un nombre limité de personnes. Vous savez, la plupart des titres pour soins sont pour des maladies graves, sont pour des cancers, voilà. Alors Louis, est-ce que aujourd'hui les troubles psychiatriques sont un motif de régularisation des étrangers ? Alors déjà, on va essayer de comprendre de quoi parlent Apolline de Malherbe et Laurent Nunez. Ils parlent de droit au séjour pour soins. C'est un dispositif différent de celui du droit d'asile qui a été créé en 1998. Et ce dispositif, il permet à un étranger qui est malade, qui vit sur le sol français, d'obtenir un titre de séjour. Pour ça, il faut qu'il remplisse plusieurs critères que vous allez voir juste ici. Justifier d'habiter en France depuis au moins un an, être exposé à des complications médicales graves et surtout qu'il n'y ait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Bref, une fois que la personne a rempli ces critères, elle peut demander un titre de séjour pour soins auprès de la préfecture. Et les troubles psychiatriques font partie des maladies qui sont concernées ? Effectivement, si on retrouve les chiffres, entre 2017 et 2022, les troubles mentaux représentaient à peu près 20% des demandes de titres de séjour pour soins. On parle la plupart du temps de stress post-traumatique, de schizophrénie. Maintenant, vous avez entendu tout à l'heure Laurent Nunez expliquer que ces titres de séjour pour soins, en général, ils étaient à la baisse. Alors on est allé vérifier et c'est vrai que c'est le cas. En 2023, un peu plus de 3000 premiers titres de séjour pour soins ont été délivrés, un chiffre en baisse de 43% par rapport à 2019. Au passage, il faut préciser quand même que 3000 titres de séjour pour soins délivrés en 2023, cette année-là, ça représentait un petit peu moins de 1% de la totalité des titres de séjour qui ont été délivrés. D'accord, et il y a une raison à cette baisse ? Alors, on a discuté avec des spécialistes qui nous ont donné une raison principale, c'est que jusqu'en 2017, finalement, l'évaluation médicale des titres de séjour pour soins a été confiée aux médecins des agences régionales de santé, les ARS, qui est rattaché au ministère de la Santé. Aujourd'hui, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, une agence qui est rattachée au ministère de l'Intérieur, qui s'en occupe. Et on remarque que depuis ce changement, on a un durcissement sur l'octroi de ces titres de séjour pour soins, y compris sur l'aspect psychiatrique. Donc si on résume, oui, c'est possible pour un étranger en situation irrégulière d'obtenir un titre de séjour pour soins, y compris pour un motif psychiatrique, mais il doit remplir plusieurs critères, dont le fait de résider en France. Il faut préciser quand même que la politique s'est nettement durcie ces dernières années là-dessus. Merci beaucoup Louis Augry. Je rappelle le rendez-vous hebdomadaire avec toute l'équipe. Oui, c'est tous les samedis à midi. Merci beaucoup. Merci à vous. Philippe Juvin, on parle de cette affaire de titre pour soins parce qu'il y a une décision du Conseil d'État qui a fait beaucoup réagir. Une décision qui reconnaît qu'une personne qui a obtenu le statut de réfugié en Grèce peut venir en France et demander ce titre de séjour pour des raisons médicales et l'obtenir. Alors, je ne vais pas rentrer, c'est juridique, c'est un petit peu compliqué, mais et l'obtenir sur la base de dire qu'on n'est pas sûr que dans le pays, la Grèce en l'occurrence, il aurait eu exactement les mêmes soins. Est-ce que c'est la grandeur de la France de maintenir un tel niveau d'exigence pour le soin des personnes, ou est-ce que, comme d'autres, vous craignez que ce genre de décision ne constitue un appel d'air en incitant un certain nombre de personnes à venir se faire soigner en France ? Peu importe moi ce que je pense, mais je regarde, il y a un rapport de l'IGAS qui date de 2019 sur l'aide médicale d'État, qui n'est pas le même dispositif, mais c'est aussi intéressant. On va en parler aussi. Ouais, et le rapport de l'IGAS en 2019 dit que oui, il y a probablement une immigration pour soins, et il prend un exemple assez intéressant, qui est celui des personnes qui sont dialysées, vous savez, dont le rein ne fonctionne pas, qui doivent avoir 2-3 fois par semaine une dialyse, et 43%, donc presque la moitié des gens qui sont en situation irrégulière et qui se font dialyser, en fait, étaient déjà dialysés dans leur pays d'origine, et en tout cas ont déjà eu la fistule, qui est une petite opération chirurgicale qu'on doit vous faire
quelques mois avant le début de la dialyse, donc comme s'il s'était préparé à la migration pour soins. Oui, est-ce que le système de santé est un élément qui favorise l'immigration? Ça fait partie des facteurs, oui, probablement, qui favorisent l'immigration. Et donc cette Un des décision, facteurs. cette décision, elle va trop loin, elle lance un mauvais signal. Non, mais je crois en fait qu'il faut revenir. D'abord, c'est normal qu'on soigne tout le monde, enfin qu'on soigne en France. Moi, je suis responsable d'un service d'urgence. Si quelqu'un se casse la jambe devant mon hôpital, je ne vais pas regarder sa situation eu égard à la loi pour savoir si on va lui réparer sa jambe qui est cassée. Vous voyez. Donc, il faut soigner les gens qui sont malades. La question est claire. La vraie question, c'est est-ce que on soigne toutes les pathologies? Est-ce qu'on vérifie les identités? Il y a une décision du Premier ministre dont on pourra parler qui agite un petit peu tout le monde et qui me paraît très légitime. Est-ce qu'on lutte contre les fraudes? Et est-ce qu'on est naïf? L'assurance maladie la sécurité sociale va probablement être en déficit de l'ordre d'une peut-être 28 ou 30 milliards en 2028. Il est légitime qu'on se pose ces questions. La question qu'il y a aujourd'hui dans le débat politique autour de l'AME, donc cette aide médicale d'État. Pour les gens, donc, que les gens comprennent, c'est une aide de l'État pour payer la santé des gens étrangers en situation irrégulière. Et le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a publié au journal officiel 2 décrets, dont un qui réduirait l'accès à cette aide médicale d'État, car désormais, il est obligatoire d'avoir des papiers officiels avec une photo dessus. Ça peut paraître anecdotique, mais selon les associations, comme par exemple Médecins du Monde, de facto, ça exclurait quasiment un tiers des personnes qui, aujourd'hui, font appel à l'aide médicale d'État. Et le débat politique, il est là. Est-ce que pour conserver ce dispositif, il faut le réformer? Et est-ce que de réduire son accès à un tiers des personnes, c'est finalement le réformer et le garantir, ou hospitaliser pour plus cher demain? Vous le savez, le débat, il est là. Il y a plusieurs choses. D'abord, l'aide médicale d'État, c'est la conséquence d'une immigration qui n'est pas contrôlée. Donc on fait souvent payer, entre guillemets, au débat sur la santé, particulièrement aux médecins, les conséquences d'une immigration qui n'est pas contrôlée. Mais à partir du moment où on laisse entrer les gens, oui, on doit les soigner quand ils sont malades. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi je crois que le panier de soins, ce qui est remboursé, ce qui est payé, on pourrait le réduire. Le Premier ministre dit, il va falloir qu'on en parle. Moi, je suis favorable à ça et se mettre probablement sur un standard européen. Nous sommes plus généreux que nos pays voisins. Encore une fois, il s'agit évidemment de traiter les gens qui en ont besoin, mais c'est vrai qu'on a un panier de soins très, très généreux. Vous pouvez nous donner des exemples concrets de soins qui sont aujourd'hui dans le panier de l'AME en France et qui ne sont pas dans nos voisins, qu'il faudrait retirer selon vous? Par exemple, une prothèse d'épaule. Vous voyez, la prothèse d'épaule, vous avez une arthrose, vous êtes douloureux, vous êtes ankylosé. C'est disponible au bout d'un certain nombre de mois d'inscription dans l'aide médicale d'État. Est-ce que ça fait partie des soins qu'il faut payer? Moi, je pense qu'il faut qu'on ait cette discussion. Mais la question que vous posez n'est pas celle-ci. La question que vous posez, c'est est-ce qu'il est légitime de demander des papiers avec une photo pour que les gens puissent avoir un droit qui s'ouvre? Ah oui. Enfin, quand on a un droit, on vérifie que c'est la bonne personne qui le demande. Mais c'est pire que ça. Ce que disent les associations, c'est que comme c'est une population en situation irrégulière, les papiers ont pu être perdus, les documents officiels ne pas être... Vous savez, moi j'avais un bon copain qui était Emmanueli, qui avait créé le SAMU social. Xavier Emmanueli. Ouais. Et Emmanueli me disait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vivent aussi de la pauvreté. Donc, c'est-à-dire c'est-à-dire que vous avez des associations qui, en réalité, acceptent qu'il y ait des abus, parce qu'il y a des abus quand vous ne comprenez pas qui vous avez en face de vous. Et ces associations, parfois, ont une attitude très, très laxiste. C'est ce que vous pensez de Médecins du Monde? En tout cas, quand on vous dit il n'y a pas besoin de vérifier l'identité, parce que c'est ça que ça signifie. Ils disent il n'y a pas besoin de vérifier l'identité. Ils disent parfois c'est pas possible parce que les papiers ont été volés, perdus, qu'il est impossible de les renouveler. Mais quand ce n'est pas possible, il y a des assistants sociaux dont c'est le métier de vérifier l'identité des gens. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on vérifie l'identité des gens. Enfin, c'est quand même pas extraordinaire, incroyable, scandaleux, de demander que la personne à qui on va délivrer un droit, eh bien, ce droit, ça s'adresse bien à la personne en question. Vous savez, et c'est dans le rapport de l'IGAS de 2019, qu'il y a une part
manifestement significative, et il y avait un réseau géorgien qui avait été identifié de mémoire par le rapport de l'IGAS, qui montrait que, en fait, les demandes d'AME étaient faites alors que les gens n'étaient pas sur le territoire. C'est-à-dire qu'ils font la demande de l'AME alors qu'ils sont en Géorgie. Une forme de tourisme avec beaucoup de Puis venaient en France une fois qu'ils avaient la carte. Sanitaire. Et c'est ça qu'il faut éviter. Moi, je vais vous dire, la France est généreuse et il faut qu'elle le reste. Mais je veux qu'elle le reste pour les gens qui en ont besoin. Pas pour nourrir des flux migratoires organisés, avec beaucoup de gens probablement qui aussi en profitent, parce que vous avez des passeurs, etc. Ne soyons pas naïfs. Mais ce sur quoi je voulais vous faire réagir pour terminer sur ce sujet, c'est ce que dit également Médecins du Monde. Exclure aujourd'hui, c'est hospitaliser plus cher demain. Vous-même, vous êtes médecin de formation, pratiquant. Vous êtes d'accord avec cette phrase ? C'est parfois vrai, c'est parfois faux. C'est parfois vrai, c'est parfois faux. La France et Paris, en l'occurrence, puisque la majorité des bénéficiaires de l'AME sont en région parisienne, n'est pas remplie de gens qui circulent dans la rue en crachant la tuberculose et en étant contagieux, parce que c'est toujours cette image qu'on véhicule. Non, l'aide médicale d'État, c'est une aide qui sert à soigner des maladies qui sont des maladies de tout type. Par exemple, il y a probablement une surreprésentation des maladies cancéreuses. Rapport de l'IGAS 2019 dit qu'on voit une surreprésentation des chimiothérapies. Et donc ça, il ne faudrait plus les prendre en charge, selon vous ? C'est pas ça. Mais non, il faut pas les prendre en charge. Ce que je veux dire, c'est qu'il est d'autant plus nécessaire de vérifier que c'est bien la bonne personne qui a le droit. Enfin, écoutez, à vous, quand on vous ouvre un droit, on vérifie que c'est bien vous qui le demandez. C'est pas votre voisine ou votre cousine. Ben, c'est pareil. Quand on a l'aide médicale d'État, la moindre des choses, c'est qu'on ne triche pas. Philippe Juvin, vous êtes député LR des Hauts-de-Seine. On va parler un petit peu de votre famille politique. Jordan Bardella a proposé des listes d'union ce week-end entre la droite et le RN pour faire barrage à l'extrême gauche. Est-ce que vous êtes prêt, au cas par cas, et sans rentrer dans les cas, à unir oui, vous m'avez bien dit. Surtout ne citez aucune ville, parce qu'après, le temps d'antenne, etc. Voilà. Donc je ne citerai personne. C'est des histoires très compliquées de temps d'antenne dans les campagnes municipales. Donc on va rester sur des aspects nationaux général, mais est-ce que vous êtes prêts, vous, à vous allier avec le Rassemblement national pour faire barrage à l'extrême gauche ? Écoutez, soyons simples, la réponse est non. D'abord, on n'en a pas besoin. Les LR, je vous rappelle, les LR gèrent plus de la moitié des villes de plus de 9 000 habitants. Je crois que c'est le chiffre. Et vous avez une difficulté sur les villes de plus de 100 000 habitants. Mais vous êtes considérablement les LR sont probablement, quel que soit les critiques que l'on peut faire sur mon parti, je pense que vous allez y revenir. Moi, je suis toujours membre des LR et je sais que c'est le parti politique qui est le plus représenté chez les élus locaux. Donc, nous avons une implantation et quand M. Bardella nous fait cette proposition, d'abord, je n'en vois pas l'intérêt et je n'en vois pas la justification politique. Pourquoi il y a ce silence gêné, alors ? De qui ? Je vous réponds. Dans votre parti, il y a peu de gens qui sont René Retailleau, Laurent Wauquiez n'ont toujours pas réagi. Posez-leur la question. En tout cas, vous me posez à moi la question, la réponse, elle est non. Mais, pardon d'insister, mais vous parlez de votre implantation locale. C'est vrai que c'est je ne dois pas la citer, alors. Non, mais c'est vrai que c'est une de vos forces. Oui. On le sait, votre implantation locale. Là, il va y avoir, dans ce match des municipales, plusieurs villes très importante où votre famille politique va être face à une question assez simple, mais très difficile pour y répondre. Soit vous laissez la gauche continuer à administrer ces villes, soit vous vous alliez avec le Rassemblement national pour pouvoir les conquérir. C'est ça qui va jouer dans plusieurs endroits, sans rentrer dans le détail. Ça va être sur la table. Je ne crois pas. Et tout le problème de ce débat, un peu surréaliste, on ne peut citer personne, mais moi je ne crois pas. Je pense qu'un choix... J'ai été maire 22 ans. Un choix se fait, non pas sur des questions partisanes, mais sur des questions de personnalité et de choix locaux. Quand vous gérez une ville, souvent, pas toujours, il n'y a pas de solution de droite ou de solution de gauche, il y a des bonnes et des mauvaises solutions. Donc moi, je crois à la vertu de l'implantation locale. La vraie question politique qui se pose à nous, les Républicains, c'est de se demander pourquoi nous avons quasiment disparu des métropoles. Ça, c'est une vraie question. Et votre réponse ? Ma réponse, c'est qu'on n'a pas vu la population changer, évoluer, et que probablement nous devons avoir une réflexion sur pourquoi on n'arrive plus à parler à des populations métropolitaines. Nous sommes encore très implantés dans le milieu rural, nous sommes très implantés dans des villes moyennes, nous sommes très implantés dans des villes de moins de 10 000 habitants, mais c'est vrai que quand on passe dans les métropoles, aujourd'hui,
à part quelques personnalités qui sont très fortes parce qu'implantées, c'est vrai que les LR ont du mal à exister. Et ça, c'est une préoccupation pour moi. Est-ce que c'est parce que vous n'avez ni incarnation, ni ligne claire, comme vous l'avez déjà déclaré chez un plateau de nos confrères? Ça y participe très clairement. L'incarnation d'abord. C'est vrai que l'élection présidentielle, puisqu'en fait, dernière, la municipale, tout le monde a la présidentielle en tête, ne peut se faire que si vous avez une ligne politique claire et si vous avez une incarnation. Et vous n'avez ni l'un ni l'autre. On a des chefs. On a un chef, président du parti, Bruno Retailleau. On a des chefs, des gens de bonne qualité. Mais vous avez toujours eu beaucoup de chefs à droite. Vous avez toujours eu beaucoup de chefs à droite. C'est pas forcément. Absolument. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que beaucoup des chefs de la vie politique française, même s'ils ne sont plus chez nous, sont passés par chez nous. C'est assez intéressant. Regardez, dans les troupes d'Emmanuel Macron, la plupart de ceux qui comptent réellement sont en fait passés par chez nous. Donc c'est vrai. Vous êtes devenu une école de formation politique. D'une certaine manière. Mais c'est vrai aussi, c'est quand même pas un scoop ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'incarnation qui fait que, oui, c'est lui ou c'est elle, indubitablement, qui sera notre candidat à la présidentielle. Ça, mais aussi, pour en revenir au choix que vous devez faire potentiellement sur votre ligne politique, Éric Ciotti, votre ancien compagnon de route chez les LR, a déclaré dans le Figaro le 2 février 2026, il y a donc vraiment très peu de temps, Bruno Retailleau est à la croisée des chemins. Il doit choisir entre l'alliance avec les socialistes et l'union des droites. Est-ce que c'est pas ça votre difficulté aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Je pense que si vous commencez à essayer, entre guillemets, de vous vendre, la conséquence, c'est que vous disparaissez. Et pourquoi Éric Ciotti dit-il ça? Est-ce que vous n'êtes pas déjà en train de disparaître? Pourquoi Éric Ciotti a-t-il dit ça? Il a dit ça parce qu'il est parti dans l'aventure que vous savez et il souhaite ne pas être totalement seul. En alliance avec le Rassemblement national. Et donc, il souhaite attirer à lui un certain nombre de personnalités. Moi, je crois que si nous voulons peser dans le débat, il faut d'abord réapprendre à travailler sur le fond. Et deuxièmement, pardon, je termine là-dessus, ce que je reproche à beaucoup des présidentiables, et ils sont très nombreux les présidentiables, hein, toutes les semaines on a quelqu'un qui dit « moi je serai candidat », c'est que souvent ils sont à la recherche de la petite mesurette magique, alors qu'on attend d'eux une vision. On va parler de la présidentielle et de comment s'y préparer, mais pour revenir sur ce point où Éric Ciotti, lui, a fait le choix de l'alliance très claire avec le Rassemblement national. Il y a une élection législative partielle récemment qui a eu lieu en Haute-Savoie. Et c'est un cas d'école pour vous, pour être bref par rapport à nos téléspectateurs. Il y avait un candidat qui, justement, incarne cette alliance entre le Rassemblement national et ce qu'il y avait de LR avant, donc le choix d'Éric Ciotti. Puis il y avait vous, les LR, et vous n'avez pas soutenu à moitié ce candidat. Laurent Wauquiez y est allé, Bruno Retailleau y est allé. C'est pas le LR de votre famille politique qui l'a emporté, c'est celui qui a choisi de faire une alliance avec le Rassemblement national. Donc est-ce que ne pas choisir cette alliance, c'est vous condamner à la défaite électorale? Et c'est vrai que nous avons connu une défaite cuisante. Mais pourquoi nous avons connu cette défaite cuisante? C'est qu'aujourd'hui, globalement, si vous demandez à un Français que pensent les Républicains, on a une difficulté à avoir une réponse. Et vous avez la réponse? Nous avons une difficulté à définir la réponse. Que pensent les Républicains? Donc, il nous manque ce travail intellectuel. Et quelle est l'incarnation? Et nous ne l'avons pas encore. Donc, il y a beaucoup de travail si nous voulons continuer à exister, parce que dans la vie politique de la Ve République, si vous n'êtes pas à l'élection présidentielle, en fait, vous disparaissez. Donc, pour qu'on comprenne bien, pour qu'on comprenne bien entre la défaite cuisante et la défaite et la disparition. Non, mais la vie n'est pas faite. Claudel disait le pire n'est jamais certain, quand même. Ça va dépendre de nous. En fait, si nous continuons à sommeiller, comme nous le faisons, en disant on va voir comment les choses se passent, à laisser les événements décider pour nous, oui, nous disparaîtrons, oui, absolument. Alors comment vous faites pour la trouver, cette fameuse incarnation qui vous manque tant? Eh bien d'abord, on travaille sur le fond, on écoute tout le monde. Moi, j'ai souvenir, mais c'est il y a très longtemps, il y a une quinzaine d'années, la dernière fois que nous avons gagné une élection présidentielle sous Sarkozy, qu'est-ce qu'avait fait Sarkozy? Les gens ont oublié. En fait, il avait réuni des tas de gens qui pensaient différemment, de droite et de gauche. Je me souviens dans des conventions, et ils avaient mis des idées sur la table. Et puis, de ce remue-ménage, il était sorti une vision pour la France. C'est cela que nous ne faisons plus. Mais malheureusement, nous ne sommes pas les seuls à être ainsi. Horizon, avec Édouard Philippe,
d'une certaine manière, je trouve que EPR, le parti d'Emmanuel Macron, tout le monde est dans une sorte de léthargie intellectuelle. Nous devons Les politiques ne travaillent plus assez, en clair ? Alors, ils travaillent tous les jours, parce qu'ils gèrent leur ville, ils déposent des propositions de loi. Je pense que nous devons réapprendre à réfléchir et à voir que la société a changé. Je donne cet exemple qui m'a toujours fasciné. Souvent, à droite, dans ma famille, on dit « Ah oui, mais le travailler plus pour gagner plus de Sarkozy, c'est ça qu'il nous faut, une formule magique. » Une formule gagnante. Exactement. Et c'est vrai que c'était intéressant ce qu'avait sorti Sarkozy à l'époque. Mais il y a deux remarques. D'abord, ce n'était pas qu'une mesure, c'était une vision de la société, une vision sur le travail. Or, aujourd'hui, nous sommes à la recherche de mesures, alors qu'il nous faudrait une vision. Et deuxièmement, d'une certaine manière, je pense que la société ne veut plus travailler plus pour gagner plus. La société veut, moi je vois avec un certain nombre de mes jeunes médecins, ils veulent travailler moins, y compris s'ils gagnent moins. Et peut-être gagner moins, mais on est Absolument, sur un autre moment de notre société. La société a changé. Sur l'incarnation, nous n'avons pas vu vous êtes favorable à une primaire très très ouverte ? Mais en fait, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que sous la Ve République, par définition, vous n'avez que 2 personnes qualifiées pour le second tour. Si on laisse faire les choses, on aura 2, 3, 4, 5, 10 candidats peut-être qui viendront de la droite et du centre. Par définition, mécaniquement, ils vont diviser le score, le capital de voix de la droite et du centre, qui n'est pas nul, d'ailleurs, qui est assez comparable à celui de l'extrême droite, celui de l'extrême gauche, etc. Mais si on le morcelle en plein de petites parts de gâteau, ça ne fonctionnera pas. On n'y sera pas. Donc la seule solution, c'est d'avoir non pas 3, 4 candidats, mais 1. Comment on fait ? Il faut une primaire. Alors, c'est vrai que c'est la pire des solutions à l'élection. Jusqu'à Sarah Knafo, comme vous dites, comme Laurent Wauquiez ? Alors, c'est toute la question, effectivement. Après, vous posez la question qui ? Pour éviter de répondre à la question qui, pourquoi ? Parce que quand vous dites qui, pourquoi pas lui, pourquoi pas elle ? Dans ces cas-là, pourquoi pas Attal, pourquoi pas Borne, pourquoi pas... Oui, en effet. Je pense qu'il faut avoir un mode de réflexion qui serait le suivant. Il faut que nous écrivions ce que représente être de droite et du centre aujourd'hui. Une charte des valeurs. Une charte des valeurs. On en revient toujours à ça. Vous avez 3 mois pour l'écrire. Il faut écrire une charte des valeurs et que les gens qui concourent s'engagent à respecter cette charte des valeurs. Et après, si les uns et les autres s'engagent à la respecter, ils peuvent être candidats. Mais vous voyez, on met vous n'excluez pas Sarah Knafo à une primaire de la droite. Si elle signe une charte des valeurs. Et vous la soutiendriez si elle remportait cette primaire. Qu'est-ce que vous mettriez dans la charte des valeurs ? Par exemple, moi je crois que la France a beaucoup d'avantages à être dans une Union européenne forte. Est-ce que Sarah Knafo, qui siège au Parlement européen, je crois, dans un parti qui semble être plutôt eurosceptique, signerait une telle disposition ? Et il y a 1000 choses que je mettrais dans ce manifesto. La charte peut rendre la primaire moins ouverte. Ah non, mais la charte... Mais d'abord, la primaire, c'est pas tout le monde vote comme il veut. Il faut être d'accord sur des valeurs. Allez, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Une question quand même sur le budget. Vous êtes rapporteur général du budget. Vous en avez soupé, si vous me permettez l'expression, ces derniers mois. Il a fini par être adopté dans la douleur, je ne sais pas, en tout cas dans le 49.3. Bruno Retailleau a dit c'est un budget socialiste. C'est pas un peu dur, ça, pour vous ? Oui, puis c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, c'est un budget qui a été adopté par une assemblée qui n'a pas de majorité. Donc tout le monde a eu quelques victoires. Les socialistes ont eu des victoires et ils ont eu surtout la grande intelligence de faire beaucoup de tambours et de trompettes. On les a beaucoup plus entendus, bien sûr. Ces victoires. Nous avons eu des victoires aussi. Il était prévu, par exemple, qu'il y ait une augmentation de l'impôt sur le revenu. Nous avons obtenu qu'il n'y ait pas d'augmentation sur l'impôt sur le revenu. Il était prévu dans le budget qu'il y ait une taxation très forte et totalement absurde des trésoreries des PME, des PMI. Ça s'appelait une taxe holding. Nous avons permis de préserver les PME et les PMI. Donc il y a de la mauvaise foi dans cette accusation ? Non, c'est pas ça. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans un moment politique où les gens vont commencer à se placer avec des positionnements. Moi, je suis payé comme rapporteur. Vous vous rendez compte, ça montre quand même la division flagrante de votre famille politique. Ma famille politique, elle a toujours été très diverse. Quand l'UMP a été créé, ça allait de Dupont-Aignan à Raffarin. Oui. Enfin, on n'était pas sur une famille politique où le chef du parti disait c'est un budget socialiste en clair, peut-être qu'il n'aurait pas fallu le voter, et vous qui dites au moins on a le budget. Enfin, je veux dire, c'est un grand écart rarement vu. Je dis non seulement nous avons eu des victoires, mais les socialistes aussi, ça je le regrette et je le reconnais. Je suis payé en tant que rapporteur général, vous savez, pour dire la vérité. Donc je vous dis la vérité sur le budget.
On a appris ce soir qu'Emmanuel Macron allait nommer à la tête de la Cour des comptes Amélie de Montchalin, que vous connaissez bien car elle était en charge de ces négociations. Nous avons quasiment vécu ensemble pendant 3 mois. Alors, que pensez-vous de cette colocataire? Non, sérieusement, que pensez-vous de la nomination d'Amélie de Montchalin? C'est quelqu'un de très sérieux qui, sur tous les bancs de gauche, de droite, d'extrême gauche, a été respectée parce qu'elle connaît bien ses dossiers. Je lui souhaite bonne chance. Elle a 40 ans. Ouais. Elle est très jeune, elle serait la première femme à la tête de cette institution. Écoutez, c'est formidable. Moi, j'attends, au-delà de la personnalité, j'attends d'elle une seule chose, c'est qu'elle soit indomptable sur la question du rétablissement des comptes publics et de la baisse de l'endettement du pays. S'il n'y avait qu'un seul sujet financier, c'est la question de l'endettement du pays. Quand un pays est endetté, il n'est plus souverain. Donc j'attends qu'elle soit dans son rôle, qu'elle soit incorruptible, c'est même plus la question, intellectuellement j'entends, sur cette question de la baisse de l'endettement du pays. Il va y avoir la campagne des municipales et puis après on va rentrer dans la campagne des présidentielles. Avec mon fameux manifesto Sébastien, pour organiser une primaire. Sébastien Lecornu a dit ce week-end, on peut encore mener des projets, on peut encore vraiment faire avancer la France. Il y a des choses qui peuvent se passer d'ici 2027 où tout va être figé. Vous avez dit que vous disiez la vérité. Hein. Alors, il y a 2 choses, je pense, qu'on peut faire si j'étais Premier ministre. D'abord, je pense qu'on peut réformer le pays, pas par la loi, mais par le règlement. Et ça, on n'a pas besoin d'une majorité, puisqu'il n'y a quand même pas de majorité. Par décret, vous voulez dire? Oui, vous pouvez les arrêter. Regardez l'aide médicale d'État, on va demander une photo d'identité. Il ne faut pas une loi, il faut un décret. Donc on peut faire beaucoup de choses. On peut simplifier la vie des gens par décret. Et puis il y a un deuxième sujet, et ça, moi je suis très attaché à faire ça en tant que rapporteur général du budget. Je mettrai sur la table avant l'été, ce n'est pas la tradition. La tradition, c'est que le budget est fixé par le gouvernement, mais j'aurai ma copie que je mettrai sur la table au mois d'août ou au mois de juillet, et je dirai à tous ceux qui veulent être président de la République, vous avez de grands projets pour après avril 2027, et bien ça tombe bien, on va le faire dès le prochain budget. Donc le budget ne sera pas un budget inutile, ça sera un budget de révélateur de vérité et de volonté. Eh bien, on l'espère, on attend de voir, comme dit Camille. Merci Camille, merci beaucoup Philippe Juvin, excellente soirée avec nous sur France 1.